Bonjour, c'est Laure, pour oser écrire votre roman. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose d'évident pour moi, évidemment de Notre-Dame de Paris et de Victor Hugo. Malheureusement, les circonstances s'y prêtent. Je suis comme toi, je suis absolument désolée de ce qui s'est passé. Et j'ai même vécu un an près de Notre-Dame de Paris, quand j'étais jeune, que je faisais mes études aux arts appliqués. Et j'habitais même dans le prolongement de Notre-Dame des Paris, qui est la rue Lagrange, dans un petit immeuble de briques rouges qui a beaucoup changé depuis, mais qui extérieurement est resté à peu près le même. Si tu connais la rue Lagrange et Paris, tu penseras à moi en y passant. Alors pourquoi je veux te parler de ça? J'ai envie vraiment de te parler de la puissance des mots. Parce que je me rends compte qu'à l'occasion désastreuse de ce désastreux incendie de Notre-Dame des Paris, les Français d'un coup se sont réveillés et se sont aperçus que c'est Victor Hugo qui a été le grand, j'ai pas de mots pour ça, comment dire, la personne qui a vraiment poussé le gouvernement à l'époque, la monarchie je devrais même dire, à vraiment entreprendre des travaux pour restaurer Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris au 19e siècle était complètement déconsidérée, comme d'ailleurs la plupart des bâtiments du Moyen Âge. Le gothique était mal vu, on trouvait les bâtiments du Moyen Âge de mauvais goût, et il s'en est détruit par quantité malheureusement industrielle à l'époque, et Victor Hugo s'en est beaucoup plaint. Il a écrit Notre-Dame de Paris en faisant, je dirais, la reine du roman quand même, hein. C'est quand même Notre-Dame et non Esmeralda, et non Frollo, et non Gringoire, et non même Quasimodo. Son décor et la défense qu'il a prise, c'est celle surtout, évidemment, toujours, bien sûr, des démunis, parce que Victor Hugo reste Victor Hugo, il a toujours défendu les démunis, mais aussi Notre-Dame. Et d'ailleurs, ça commence comme ça. Il commence sur une constatation à la deuxième édition de son livre. Il fait quelques rajouts et ça commence par la constatation que Notre-Dame est tout le temps détruite et abîmée. Et il a fait pour ça, il faut que je tourne un petit peu la tête pour regarder mon ordinateur parce que là j'aurai des choses à te lire et puis je vais avoir les bouquins aussi. Euh, il a en 1832 écrit un pamphlet qui s'appelait Guerre aux démolisseurs. Et ces démolisseurs, littéralement, c'était l'État, c'était les architectes, etc. Il l'a vraiment balancé. C'était un pamphlet et il était très doué pour les pamphlets parce que de toute façon, Victor Hugo était doué en tout. Et puis en 1831, donc l'année précédant son pamphlet, il avait écrit Notre-Dame de Paris, qui était déjà une magnifique défense de ce bâtiment qui était absolument en ruine. Et après la sortie de ce livre, de ce roman qui a connu un succès extraordinaire, comme à peu près d'ailleurs tout ce qu'il a écrit, et puis après, encore l'année suivante, avec ce pamphlet, il a vraiment contribué à faire prendre conscience au gouvernement que le patrimoine français était en train de foutre le camp littéralement et qu'il fallait absolument arrêter le désastre et faire quelque chose. Et à ce moment-là, on a nommé Viollet-le-Duc pour restaurer les bâtiments de France. Viollet-le-Duc qui a été un architecte bien controversé. Il a fait des choses bonnes, des choses moins bonnes, mais il a restauré très bien Notre-Dame de Paris puisqu'il y avait plein de choses qui avaient été enlevées au cours des siècles, y compris la grande flèche qui a malheureusement brûlé, et c'est lui qui l'avait faite, qui l'avait restaurée et faite remettre. Euh, Elle avait été enlevée parce qu'elle était complètement en état de destruction complète. Il faut savoir que c'était une charpente, comme tu as malheureusement pu le voir sur les images quand elle brûlait. Et autour de cette charpente, il y avait donc toute cette coquille, je dirais, cette peau de plomb fondu qui faisait cette magnifique flèche dentelée. Et c'est lui qui l'a fait remettre. Et puis il n'a pas fait que ça, il a fait remettre, Viollet-le-Duc a fait refaire des vitraux là où ils avaient été enlevés. Enfin, il a fait vraiment plein de choses dans le goût du Moyen Âge, vraiment dans le goût du gothique et non pas l'imitation, on va dire, du modernisme du 19e siècle.
Donc il a vraiment fait les choses dans son jus et il a vraiment bien restauré. Et aujourd'hui, bien, je crois qu'il va nous falloir trouver un nouveau Viollet-le-Duc pour la restauration. Il faut savoir que la restauration de Viollet-le-Duc, elle a duré très longtemps. Je crois qu'elle a commencé à partir de 1843 et elle a duré, je crois, 33 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Je pense que nous, avec nos moyens modernes, honnêtement, il faudra 15 à 20 ans pour la restaurer. Quand le président Macron dit 5 ans, c'est vraiment n'importe quoi. Ça prouve une ignorance profonde de l'architecture et de l'histoire de l'art. Voilà. Et si tu ne le savais pas, ben maintenant tu le sauras. Je suis passionnée d'histoire de l'art puisque j'ai fait des études d'art, j'ai une licence d'art plastique et un BTS des arts appliqués. Donc ma vie s'est passée autour de l'art et de la littérature qui est encore ma plus grande passion, encore au-dessus de mon amour de la peinture, de la sculpture, de l'architecture. Alors le pouvoir des mots, c'est quelque chose d'énorme. Et parfois, je me demande encore si écrire est utile, si les mots ont quelque pouvoir, si un roman ou un écrit ou un pamphlet peuvent changer quelque chose. Et souvent, je suis désespérée, certainement comme toi, parce que je me dis, ouf, bof, à quoi bon écrire? C'est tellement complexe, c'est tellement difficile, parfois douloureux, c'est un énorme défi. Et puis aujourd'hui, je me rends compte, euh, je reprends conscience, on va dire, si des fois j'ai des doutes, en tout cas aujourd'hui, je n'en ai aucun, parce que je pense que sans Victor Hugo, il y aurait énormément de bâtiments en France qui auraient été encore et encore détruits. Et puis Notre-Dame, on n'en parle même pas, elle ne serait-ce que la pâle copie de ce qu'elle est, de ce qu'elle était en tout cas jusqu'à hier, puisqu'elle aurait été vraiment, elle aurait continué à être dévalisée, démolie complètement. Donc le pouvoir des mots est une réalité, vraiment. Et ben, ça fait du bien pour nous qui écrivons, n'est-ce pas? Hein, je crois que c'est vraiment important pour nous. Je voudrais te lire un petit extrait magnifique de ce texte extraordinaire, de ce pamphlet de Victor Hugo. Et tu sais que je suis assez branchée pamphlet en ce moment puisque je vais en sortir un au mois de mai. Voilà, il est complètement bouclé, terminé. Grâce à toi d'ailleurs, la couverture est choisie, le titre et le sous-titre sont choisis. Donc merci encore d'ailleurs si tu as participé à ces questionnaires que je t'avais envoyés, de l'avoir fait parce que c'est merveilleux. Voilà. Je suis très reconnaissante et pleine de gratitude pour ça. Alors je vais te lire ce petit morceau, je vais te tourner la tête, tu m'excuseras parce que c'est sur l'ordinateur, parce que je n'ai pas le texte, mais tu le trouveras en PDF sur Internet, Guerre aux démolisseurs. Il est d'ailleurs dans une édition, une vieille édition, tu le trouveras en PDF. Guerre aux démolisseurs, point d'exclamation de Victor Hugo. Écrit en 1832. Alors, je te lis un extrait qui me paraît vraiment faire sens au niveau du pouvoir des mots. À Paris, le vandalisme fleurit et prospère sous nos yeux. Le vandalisme est architecte. Le vandalisme se carre et se prélasse. Le vandalisme est fêté, applaudi, encouragé, admiré, caressé, protégé, consulté, subventionné, défrayé, naturalisé. Le vandalisme est entrepreneur de travaux pour le compte du gouvernement. Il s'est installé sournoisement dans le budget, il le grignote à petit bruit, comme le rat son fromage. Et certes, il gagne bien son argent. Tous les jours, il démolit quelque chose, du peu qui nous reste de cet admirable vieux Paris. Que sais-je? Le vandalisme a badigeonné Notre-Dame, le vandalisme a retouché les tours du palais de justice, le vandalisme a rasé Saint-Magloire, le vandalisme a détruit le cloître des Jacques-Robin, le vandalisme a amputé 2 flèches sur 3 à Saint-Germain-des-Prés. Nous parlerons peut-être dans quelques instants des édifices qu'il bâtit. Le vandalisme a ses journaux, ses coteries, ses écoles, ses chaires, son public, ses réseaux. Le vandalisme a pour lui les bourgeois. Il est bien nourri, bien renté, bouffi d'orgueil, presque savant, très classique. Bon logicien, fort théoricien, joyeux, puissant, affable, au besoin, beau parleur et content de lui. Il tranche du mécène, il protège les jeunes talents, il est professeur, il donne de grands prix d'architecture, il envoie des élèves à Rome, il est député. Il refusa Ingres les fresques de la Chambre pour les adjuger à on ne sait qui. Un pistonné comme on dirait aujourd'hui. Il porte habit brodé, épée au côté et culotte française.
Il est de l'Institut, il va à la cour, il donne le bras au roi et flâne avec lui dans les rues, lui soufflant ses plans à l'oreille. Vous avez dû le rencontrer. Alors je m'arrête là. Tu vois la puissance des mots, c'est un pamphlet qui a fait mal au gouvernement à l'époque et c'est un pamphlet qui a changé complètement le patrimoine français puisque il a vraiment participé de secouer les choses et de faire en sorte que voilà, on s'occupe du patrimoine français. Et on s'en occupe d'ailleurs fort mal aujourd'hui. Les subventions baissent de mois en mois, d'année en année. La première réaction du président de la République, c'est de dire on va faire une genre de cagnotte nationale où les Français vont payer. Euh, Excuse-moi, mais je pense que les Français paient assez d'impôts et il doit avoir un budget pour ça, hein, pour le patrimoine en France. C'est quand même incroyable. Bon, sans compter qu'il y aura des assurances, mais ça c'est une autre affaire. Voilà. Et maintenant, vu la puissance des mots aussi, il y a la puissance d'évocation, la puissance littéraire, au-delà de la puissance des mots qui entraînent des actions dans la vie, comme on vient de le voir. Il y a la puissance évocatrice littéraire, le style, tu sais que j'adore ça. Je veux te lire quelques morceaux qui pour moi sont vraiment des merveilles. Un tout petit extrait. Frollo se mit à fuir à travers l'église. Alors il lui sembla que l'église aussi s'ébranlait, remuait, s'animait, vivait, que chaque grosse colonne devenait une patte énorme qui battait le sol de sa large spatule de pierre, et que la gigantesque cathédrale n'était plus qu'une sorte d'éléphant prodigieux qui soufflait et marchait avec ses piliers pour pieds, ses deux tours pour trompe, et l'immense drap noir pour carapaçon. Caparaçon. Mauvaise... excuse-moi. Des fois, un petit peu de dyslexie au passage. Donc voilà, la puissance des mots, elle est juste incroyable. Alors tu vois, j'ai mon Notre-Dame de Paris que j'adore, il est en 2 volumes parce que c'est quand même un livre énorme qu'il faut absolument, d'ailleurs au passage je te le dis, si tu l'as pas lu, c'est le moment ou jamais. Alors ça aussi, la puissance des mots, c'est incroyable parce que Victor Hugo est quand même mort il y a un moment, n'est-ce pas? C'était un homme du 19e siècle. Et aujourd'hui, suite à ce qui vient de se passer avec l'incendie, j'ai vu à stupéfaction que Notre-Dame des Paris caracole dans les têtes de vente de livres. On en commande toute la journée par internet, dans les librairies. On est en rupture de stock sur Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Waouh! Il a fallu ça pour que la France se réveille et lise ce roman extraordinaire, bourré d'ironie, de malice, de critique sociale, d'une drôlerie incroyable. Donc, bah écoute, c'est au moins le bien qu'il y a à tirer de ce mal, au moins. Alors, qu'est-ce que je peux te lire? J'ai relevé plusieurs choses qui me semblaient magnifiques. Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des choses magnifiques. Alors, peut-être pas ça, peut-être ça, peut-être ici. Ah oui, traîne partout sur le net un extrait de Notre-Dame des Paris en disant Victor Hugo avait décrit l'incendie. Non. Dans ce passage, il y a, je te simplifie, il y a tout un tas de gens qui vont essayer avec un bélier de défoncer la porte de Notre-Dame de Paris pour y entrer. Et Quasimodo est pris absolument de frayeur et il va faire fondre du plomb et le faire passer par des gargouilles. Enfin, ça va tomber sur la tête de ces gens-là pour défendre Notre-Dame de Paris parce qu'il veut pas, il a très peur qu'il rentre et qu'il saccage tout. Et lui aussi d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a une flamme. Effectivement, il fait un espèce de bûcher entre les deux tours pour alimenter, parce que ce feu, il sert à faire fondre ce plomb. D'accord? Donc je te lis ce passage qui est fabuleux. En ce moment d'angoisse, il remarqua un peu plus bas que la balustrade d'où il écrasait les argotiers 2 longues gouttières de pierre qui se dégorgeaient immédiatement au-dessus de la grande porte. L'orifice interne de ces gouttières aboutissait au pavé de la plateforme. Une idée lui vint. Il courut chercher un fagot dans son bouge de sonneur, posa sur ce fagot force bottes de latte
et force rouleaux de plomb, munitions dont il n'avait pas encore usé, et ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des 2 gouttières, il y mit le feu avec sa lanterne. Pendant ce temps-là, les pierres ne tombant plus, les truands avaient cessé de regarder en l'air. Les bandits, haletant comme une meute qui force le sanglier dans sa boge, se pressaient en tumulte autour de la grande porte, toute déformée par le bélier, mais debout encore. Ils attendaient avec un frémissement le grand coup, le coup qui allait l'éventrer. C'était à qui se tiendrait le plus près pour pouvoir s'élancer des premiers quand elle s'ouvrirait dans cette opulente cathédrale, vaste réservoir où étaient venus s'amonceler les richesses de 3 siècles. Ils se rappelaient les uns aux autres, avec des rugissements de joie et d'appétit, les belles croix d'argent, les belles chapes de brocart, les belles tombes de vermeil, les grandes magnificences du cœur, les fêtes éblouissantes, les Noëls étincelants de flambeaux, les Pâques éclatantes de soleil, toutes ces solennités splendides où chasses, chandeliers, ciboires, tabernacles, reliquaires bosselaient les autels d'une croûte d'or et de diamants. Certes, en ce beau temps, Cagou et Malingreux, Archisuppôts et Rifaudé songeaient beaucoup moins à la délivrance de l'Égyptienne qu'au pillage de Notre-Dame. L'Égyptienne, c'est Esmeralda. Nous croirions même volontiers que pour bon nombre d'entre eux, la Esmeralda n'était qu'un prétexte, si des voleurs avaient besoin de prétextes. Tu vois là encore l'humour de Victor Hugo. Tout à coup, au moment où ils se groupaient pour un dernier effort autour du bélier, chacun retenant son haleine et roidissant ses muscles afin de donner toute sa force au coup décisif, un hurlement, plus épouvantable encore que celui qui avait éclaté et expiré sous le madrier, s'éleva au milieu d'eux. Ceux qui ne criaient pas, ceux qui vivaient encore, regardèrent. 2 jets de plomb fondus tombaient du haut de l'édifice, ou plus épais de la cohue. Cette mer d'hommes venait de s'affaisser sous le métal bouillant, qui avait fait aux 2 points où il tombait 2 trous noirs et fumants dans la foule, comme ferait de l'eau chaude dans la neige. On y voyait remuer des mourants à demi calcinés et mugissant de douleur. Autour de ces 2 jets principaux, il y avait des gouttes de cette pluie horrible qui s'éparpillaient sur les assaillants et entraient dans les crânes comme des vrilles de flammes. C'était un feu pesant qui criblait ces misérables de 1000 grêlons. La clameur fut déchirante. Ils s'enfuirent pêle-mêle, jetant le madrier sur les cadavres, les plus hardis comme les plus timides, et le parvis fut vide une seconde fois. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il n'y avait qu'une grande flamme qui montait entre les 2 clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, 2 gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils s'approchaient du sol, les 2 jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune d'elles, desquelles on voyait 2 faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore que toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres, ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle. Et bien sûr, c'est Quasimodo qui alimente le feu, qui fait fondre le plomb et qui le balance sur ses assaillants. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le pouvoir des mots. Tu vois déjà le pouvoir de l'évocation. Tu vois ce que Victor Hugo, qui a été le prince des poètes, on dira, et un immense romancier, un grand pamphlétaire, un homme politique, enfin, tout cela avait réussi à faire avec simplement ces mots. Voilà. Donc écrire, ça vaut encore le coup. Il y a une puissance dans l'écriture. Et je regrette bien d'ailleurs que les intellectuels d'aujourd'hui ne fasse pas preuve de présence comme Victor Hugo le faisait d'ailleurs dans la vie politique par moment.
Je te dis au revoir, à bientôt et n'oublie pas d'écrire passionnément parce que tu vois, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Les mots ont encore et toujours une puissance immense. Avec les mots, on peut faire le bien, on peut faire le mal, mais on peut faire le bien. À bientôt. C'était Laure pour oser écrire votre roman. Ah, je pense jamais à te le demander. N'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. À bientôt.